Un aboiement qui n'était pas un avertissement, mais une plainte, coupa l'air et scella le destin d'un homme et de son chien. Ce qui se passa dans cette modeste maison allait tout changer, révélant des secrets et testant la loyauté jusqu'à la limite. Vous n'allez pas croire au courage de ce chien et à la transformation de son maître. Si les histoires de loyauté animale touchent à votre cœur, laissez un like, commentez ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour ne manquer aucun récit émouvant comme celui-ci. Ce n'aurait été qu'une énième après-midi d'automne, avec un ciel couleur de vieux plomb et un vent qui balayait les feuilles mortes sur l'asphalte fissuré de la rue de banlieue, n'eût été ce son. Par un après-midi gris d'automne, un unique aboiement guttural et interrogatif déchira le silence oppressant de la modeste maison de Luc. Ce n'était pas un aboiement d'alerte, ni de jeu. C'était un son qui semblait porter le poids de la mélancolie qui planait sur ce quartier tranquille, un écho de l'âme même de son maître. Luc, un architecte de 38 ans dont la carrière avait été brutalement interrompue par une trahison professionnelle 5 ans auparavant, leva les yeux de l'écran où il tentait, sans grand succès, de donner vie à un projet freelance. Son conflit intérieur était palpable. Un désir ardent de recréer, de faire confiance, luttait contre une amertume cynique qui le maintenait otage du passé. Tonnerre, un imposant bâtard au pelage sombre et aux yeux couleur ambre, sauvé d'un refuge pour animaux il y a 2 ans, était son unique confident, l'encre qui l'empêchait de sombrer complètement. Le chien, normalement un puits de calme et de loyauté silencieuse, était maintenant tendu, les oreilles dressées, fixant la porte d'entrée comme si un fantôme était sur le point de la traverser. Le silence de la maison, autrefois un compagnon, constant de la résignation de Luc, semblait maintenant un linceul lourd, étendu sur ses ambitions endormies. Cet aboiement fut la première fissure dans ce tissu d'apathie. La routine de Luc était un rituel d'isolement. Café fort et amer comme ses souvenirs. Des heures devant l'ordinateur à essayer de rallumer une étincelle créative qui s'obstinait à ne pas prendre. Des promenades courtes et quasi mécaniques avec Tonnerre dans le quartier de plus en plus décoloré par l'automne. Plus de travail infructueux et le silence oppressant de la nuit, brisé seulement par le léger ronflement du chien au pied de son lit. L'aboiement de cet après-midi fut le prélude d'une sinistre symphonie. Les jours suivants, Tonnerre commença à manifester un comportement étrange, le premier des événements qui allaient ponctuer les mois à venir. Tous les mardis, sans faute, en s'approchant de la boîte aux lettres pendant la promenade matinale, le chien émettait un grognement sourd, le poil du dos hérissé, même si la boîte était complètement vide. Luc, initialement, attribua cela à une odeur animale inconnue, peut-être un chat errant marquant son territoire, ou une moufette nocturne. C'était un homme observateur, presque forensique dans son analyse du monde, un trait affûté par la méfiance chronique qui s'était installée en lui après la trahison. Il était loyal envers les rares qui méritaient sa confiance, et Tonnerre était en tête de cette minuscule liste. Cependant, un mardi spécifique, environ 2 semaines après le premier aboiement étrange, Tonnerre ne se contenta pas de grogner, mais s'élança et griffa la boîte en métal avec ses pattes avant, poussant un gémissement aigu, presque un hurlement de douleur contenue. Intrigué et préoccupé par la réaction de l'animal, Luc l'inspecta minutieusement. La peinture était légèrement éraflée par les griffes du chien, mais à part ça, rien. Aucune odeur particulière que son odorat humain put détecter. Aucun objet étrange. Aucune marque suspecte. La vie suivait son rythme lent, presque funèbre, mais une graine d'inquiétude commençait à germer dans l'esprit de Luc, irrigué par l'étrange insistance de Tonnerre. À la fin du premier mois de cette nouvelle et subtile perturbation, Luc remarqua quelque chose de plus. C'était un mardi, et comme d'habitude, Tonnerre répéta son rituel d'hostilité envers la boîte aux lettres. Cette fois, cependant, après que le chien se fut éloigné à contre-cœur, Luc s'accroupit et passa ses doigts sur la surface métallique. Il y avait un résidu presque imperceptible, huileux au toucher, avec une faible odeur métallique, presque chimique, qu'il ne put identifier. Ce n'était pas de la saleté ordinaire, ni de la sève d'arbre. C'était quelque chose de délibéré. Cela marqua le deuxième événement. Le premier tournant subtil survint la semaine suivante. Le résidu n'apparaissait que les mardis, coïncident,
avec le comportement de Tonnerre. Quelqu'un touchait sa boîte aux lettres régulièrement et Tonnerre, avec son flair aiguisé, détectait quelque chose que Luc ne pouvait pas. Le soupçon, tel une vigne vénéneuse, commença à enchevêtrer les pensées de Luc, ses vrilles serrant le peu de paix qui lui restait. Il commença à observer plus attentivement les environs pendant ses promenades, les voisins qu'il saluait à peine, les voitures qui passaient. Le quartier, auparavant simple décor de sa réclusion, devint un champ de menaces potentielles. Sa sœur, Hélène, avec qui il entretenait un contact sporadique et quelque peu formel depuis la mort de leurs parents, et sa propre déroute professionnelle, appela un soir. Sa voix, toujours pratique, portait un ton de préoccupation voilée. « Luc, tu vas bien? Tu sembles distant, plus que d'habitude. » Il éluda la question, mentionnant la pression d'un projet, mais la vérité est que l'ombre du passé, qu'il croyait avoir laissé derrière lui, semblait s'épaissir, et la loyauté instinctive de Tonnerre était le seul phare dans cette obscurité croissante. La peur que sa paranoïa ne se manifeste que sous des formes plus créatives le hantait, mais le comportement du chien était un argument puissant contre cette autocritique. Le deuxième mois apporta avec lui le troisième événement. Un mardi, pluvieux, le facteur laissa une enveloppe brune sans expéditeur, seulement avec son nom et son adresse imprimés en lettres d'ordinateur. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec une phrase courte, également imprimée. Certains projets ne sont jamais vraiment oubliés. Le sang de Luc se glaça. C'était une référence voilée, mais indubitable, au projet qui avait culminé dans sa ruine professionnelle. Celui qui lui avait été volé par Richard, son ancien associé et ami. Le deuxième tournant, cette fois d'impact moyen, vint avec l'analyse du papier. C'était un type spécifique de papier recyclé, avec une texture particulière, le même que Richard utilisait pour ses mémos personnels. La coïncidence était trop grande. Richard. Le nom résonna dans son esprit comme un lointain coup de tonnerre, apportant avec lui la tempête de souvenirs amers. Pourquoi maintenant, après 5 ans? La colère, l'humiliation, le sentiment d'impuissance, tout revint avec pleine force. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Tonnerre. La présence du chien, sa chaleur constante, sa loyauté incontestable, donnaient à Luc une force qu'il ne possédait pas auparavant. Il n'était plus complètement seul sur son île de désespoir. Les promenades avec Tonnerre devinrent plus longues, plus alertes. Luc commença à porter sur lui un petit couteau suisse, un cadeau de son défunt père, qu'il utilisait pour de petites réparations et pour sculpter des morceaux de bois. Un hobby redécouvert qui l'aidait à penser. Maintenant, le couteau suisse semblait plus un outil de défense qu'un passe-temps. Au 3e mois, le 4e événement se matérialisa. Tonnerre, dont les grognements envers la boîte aux lettres étaient devenus une constante les mardis matins, commença à réagir à une voiture spécifique, une berline sombre, sans un signe, aux vitres teintées, qui passait lentement dans la rue, invariablement les mardis matins, peu avant le facteur. Le chien ne se contentait pas de grogner, mais aboyait avec fureur, tirant sur la laisse, essayant de se jeter contre le véhicule. Luc réussit à noter la plaque d'immatriculation. Le 3e tournant subtil, une rapide recherche sur Internet, révéla que la plaque appartenait à une société écran, sans adresse physique ni activité commerciale connue. Quelqu'un l'observait, et cette constatation était comme du fil barbelé se serrant autour de sa poitrine. Il pensa à aller à la police, mais que dirait-il? Que son chien n'aimait pas une voiture et qu'il avait reçu une lettre anonyme. Il serait traité de fou, de paranoïaque. Le système l'avait déjà trahi une fois. La foi dans les institutions était une graine morte dans son sol aride. Il avait besoin de preuves concrètes. La petite ville où il habitait, avec ses airs de Far West où tout le monde se connaissait et où certains codes d'honneur semblaient encore en vigueur, n'était pas immunisé contre les ombres. Il y avait un emporium local, le Rendez-vous du Soleil, qui fonctionnait comme un mélange d'épicerie, de bars et de lieux de rencontre. Là, entre des conversations sur la moisson et le prix du bétail, des secrets étaient murmurés et des réputations construites ou détruites. Luc le fréquentait rarement,
mais il était peut-être temps d'écouter plus attentivement les vents de la communauté. Le 4e mois marqua une escalade. Le 5e événement fut un petit acte de vandalisme. Un matin, il trouva l'un des panneaux de sa clôture en bois, précisément celui qui était le plus proche de la boîte aux lettres, cassé, comme si quelqu'un avait trébuché ou forcé le passage. Rien de valeur n'avait été emporté. C'était un message, un avertissement subtil que la barrière de sa propriété pouvait être facilement franchie. Le 4e tournant, d'impact moyen, survint lorsqu'il examina le bois cassé. Accroché à une écharde, il trouva un minuscule fragment de tissu, d'une couleur gris très spécifique, presque identique à celle d'une écharpe en cachemire que Richard portait ostensiblement. Le souvenir était vif, car Richard se vantait de la pièce importée. Luc rangea le fragment dans un sac plastique, l'esprit bouillonnant. La tension commença à affecter Tonnerre de manière plus visible. Le chien, auparavant un exemple de placidité, devint plus agité, dormait mal, rôdait autour de la maison pendant la nuit, s'arrêtant fréquemment pour renifler la porte et les fenêtres. Ses yeux ambres, normalement brillants, semblaient troubles, de préoccupation. Le 6e événement fut ce changement comportemental drastique chez l'animal. Luc, sentant le poids de la responsabilité pour la sécurité de son compagnon, décida d'adopter une attitude plus proactive. Il acheta une caméra de sécurité bon marché, de celles qui se connectent au téléphone, et l'installa discrètement, camouflée parmi les pots de plantes de la véranda, pointée vers l'avant de la maison, couvrant la boîte aux lettres et le portail. Le 5e tournant, également d'impact moyen, le 1er mardi après l'installation, la caméra captura, au milieu de la nuit, l'image granuleuse et sombre d'une silhouette haute et mince, s'approchant de la boîte aux lettres, déposant quelque chose et s'éloignant rapidement. Le visage était obscurci par une capuche, mais la silhouette était douloureusement familière. Richard. La certitude était un nœud froid dans l'estomac de Luc. La lumière de l'espoir, qui osait à peine trembloter, semblait sur le point d'être éteinte par l'ombre croissante de son bourreau. Les mois 5 et 6 furent un flou d'anxiété et de vigilance. Luc dormait à peine, repassant les enregistrements de la caméra, analysant chaque ombre, chaque bruit. La qualité de l'image ne permettait pas une identification positive, mais son instinct, maintenant aiguisé par l'adrénaline constante, n'avait aucun doute. Il commença à tout documenter. Les dates des lettres, les passages de la voiture, les enregistrements, sa formation d'architecte, son attention aux détails, sa méthodologie. Tout cela fut canalisé vers cette enquête particulière. La petite ville, avec ses traditions d'hospitalité et d'échange de faveurs, où un agriculteur aidait l'autre à la moisson et un artisan local échangeait ses sculptures contre des produits du potager, semblait étrangère au drame qui se déroulait à sa périphérie. Luc se sentait comme un étranger sur sa propre terre, un homme marqué. Il tenta, pour un moment, de rallumer sa carrière, participant à un concours en ligne pour le projet d'un petit centre communautaire. Il imite un fragment de son ancienne passion. Mais l'ombre de Richard planait sur chaque trait, chaque calcul. La peur d'un nouvel échec, d'un nouveau sabotage, était paralysante. Il ne gagna pas le concours, et la défaite, bien qu'attendue, eut le goût amer de l'inévitable. C'était un obstacle de plus, un coup supplémentaire pour sa tentative de se relever. Le 7e mois rapprocha la terreur. Le 7e événement fut brutal dans sa simplicité. Un mardi matin, il n'y avait pas de lettres dans la boîte aux lettres. Au lieu de cela, glissée sous la porte d'entrée, Luc trouva une photographie. C'était Tonnerre, couché à sa place préférée dans le jardin arrière, dormant sous le soleil de l'après-midi. La photo avait été prise d'une certaine distance, mais clairement de l'intérieur de sa propriété. Le 6e tournant, cette fois l'un des grands, qui que ce fût, il avait été dans son jardin, assez près pour prendre cette photo sans être remarqué. L'invasion était réelle, la menace palpable. Tonnerre n'était pas seulement un détecteur de danger, c'était une cible. La peur, auparavant une ombre diffuse, était maintenant un loup affamé grognant à sa porte. Luc sentit un frisson parcourir son échine. Ce code d'honneur tacite du Far West, de ne pas s'en prendre à la famille ou aux animaux d'un homme, semblait avoir été violé. Ce fut le point d'inflexion.
La sécurité de Tonnerre passait avant son orgueil, avant sa peur d'être discrédité. Il devait agir, pas seulement réagir. Le 8e événement fut sa décision de confronter le passé directement. Il commença à appeler d'anciens collègues, des gens qui avaient connu aussi bien lui que Richard, qui avaient été témoins de son ascension et de sa chute. La plupart se montrèrent évasifs, mal à l'aise. Certains lui raccrochèrent au nez. La loyauté dans le monde de l'entreprise était un mirage. Mais l'un d'eux, un architecte plus âgé nommé Samuel, qui avait toujours été plus réservé et juste, sembla hésiter. Il ne dit rien de compromettant, mais son silence fut éloquent. Le 7e tournant, d'impact moyen, survint quelques jours plus tard. Un email anonyme avec une seule phrase. « Richard est de retour. Il a des problèmes financiers. Fais attention. » Luc sut, instinctivement, que c'était de Samuel. Une petite lumière de solidarité, un geste d'une ancienne forme d'honneur professionnel. Le 8e mois. La tension était presque insupportable. Luc renforça les verrous des portes et des fenêtres. Il gardait le couteau suisse toujours dans sa poche. Il dormait avec un lourd tisonnier de cheminée à côté du lit. Tonnerre ne le quittait pas, un garde du corps silencieux et vigilant. La fête de la moisson annuelle de la ville approchait, un événement qui apportait normalement un peu de couleur et de joie à la routine locale. Avec ses stands d'artisanat, ses plats typiques et sa musique live sur le kiosque à musique de la place. Luc avait l'habitude de l'ignorer. Mais cette année, l'idée de se mêler à la foule, de sentir un peu de normalité, lui parut étrangement attrayante, presque une nécessité. Peut-être là, au milieu du brouhaha, pourrait-il trouver une information, une pièce manquante au puzzle. Il savait que Richard était désespéré et les hommes désespérés commettent des erreurs. Ce projet freelance qu'il traînait les pieds à faire prit soudain un nouveau sens. Le conclure, même s'il était petit, serait une victoire personnelle, un acte de défi. Il plongea dans le travail avec une concentration fiévreuse, les lignes sur l'écran prenant forme, la structure s'élevant virtuellement, un écho de sa propre tentative de reconstruction. L'odeur de terre humide après une pluie récente entrait par la fenêtre ouverte, apportant avec elle une promesse fragile de renouveau. La nuit précédant la fête de la moisson était étrangement calme. Un calme qui précède la tempête. Luc avait terminé le projet freelance, l'envoyant avec une sensation de soulagement et un minuscule grain de fierté. Lui et Tonnerre étaient dans le salon, la lumière de la cheminée projetant des ombres dansantes sur les murs. Luc caressait la tête du chien, qui reposait à ses côtés, mais dont les oreilles bougeaient au moindre bruit extérieur. Le 9e événement était sur le point de se dérouler. Un bruit subtil à la porte arrière, un grincement presque imperceptible. Tonnerre leva instantanément la tête, un grognement sourd vibrant dans sa poitrine. Luc se figea. Le grognement de Tonnerre s'intensifia, se transformant en un aboiement grave et menaçant. Alors, le bruit de verre brisé dans la cuisine. Richard. Le 8e tournant, l'un des grands, Richard n'était pas là pour menacer ou effrayer avec des lettres et des photos. Il était en train d'envahir. Le désespoir l'avait conduit à un nouveau niveau d'audace criminelle. Luc saisit le tisonnier de cheminée, le cœur martelant contre ses côtes. « Reste, Tonnerre !» ordonna-t-il, la voix tremblante. Mais Tonnerre était déjà debout, posté entre Luc et l'entrée de la cuisine, le corps tendu comme un ressort prêt à se détendre. La silhouette de Richard surgit dans la pénombre du couloir qui reliait la cuisine au salon. Une lampe de poche dans une main, un petit volume dans l'autre. Ses yeux rencontrèrent ceux de Luc et un sourire cynique crispa ses lèvres. « Luc, mon vieil ami, je vois que tu as redécoré. Un peu sombre, n'est-ce pas ?» La voix était la même, onctueuse et fausse. « Qu'est-ce que tu veux, Richard ?» demanda Luc, la voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. « La justice, mon cher, ou peut-être juste un règlement de compte. Tu m'as coûté cher, tu sais. Cette obstination tienne, cette intégrité. » Il rit, un son creux. « Mais ne t'inquiète pas, je suis venu t'apporter un cadeau. » Il leva le volume qu'il portait, un disque dur externe. Quelques fichiers, compromettants, sur tes petits nouveaux projets. Imagine un peu, Luc, accusé de plagiat à nouveau. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Le 9e tournant, le plus grand de tous.
Richard ne voulait pas d'argent. Il voulait détruire ce qui restait de la réputation de Luc en plantant de fausses preuves, s'assurant qu'il ne se relèverait jamais. La trahison originale n'avait pas suffi. Il devait anéantir tout reste d'espoir. C'était le climax, le 10e événement se déroulant en pure action. Richard fit un pas en avant. Tonnerre explosa de fureur. Le chien, une tache sombre de muscles et de dents, se lança contre l'envahisseur avec un rugissement qui fit trembler les murs. Richard, pris par surprise par la vitesse et la férocité de l'attaque, cria et lâcha la lampe de poche et le disque, dur, qui roulèrent sur le sol. Tonnerre mordit le bras de Richard, qui tentait de se protéger. L'homme hurlait de douleur et de rage, essayant de se débarrasser du chien. Luc, dépassant le choc initial, avança avec le tisonnier. Il n'eut pas besoin de l'utiliser comme arme. L'impact de la collision de Richard avec une étagère, en essayant de reculer de l'attaque de Tonnerre, renversa une petite boîte en bois que Luc utilisait pour ranger ses outils de sculpture. Un petit ciseau à bois, affûté et brillant, tomba près du disque dur externe. Au milieu de la lutte, Richard, désespéré, tenta d'atteindre quelque chose dans la poche intérieure de sa veste. Tonnerre, avec une puissante torsion, le déséquilibra. Richard tomba lourdement et en essayant de s'appuyer, sa main glissa et frappa le sol avec force, écrasant quelque chose qui était dans sa poche et qui se brisa. Un petit enregistreur numérique. Le 10e et dernier tournant, également de grand impact, l'enregistreur, maintenant cassé, commença à reproduire des fragments audio. La voix de Richard, claire et distincte, parlant à quelqu'un au téléphone. « Oui, l'idiot de Luc va tomber, dans le panneau. Je vais planter les fichiers sur son ordinateur ce soir. Personne n'aura de doute après le scandale précédent. Il sera fini pour toujours. La confession. Là, enregistrée. Tonnerre, même avec un gémissement de douleur, Richard l'avait frappé d'un coup de pied violent dans les côtes pendant la chute, resta ferme sur l'homme tombé jusqu'à ce que Luc s'approche. La police arriva rapidement, alertée par des voisins qui avaient entendu le bruit de la lutte et les aboiements frénétiques de Tonnerre. Richard fut arrêté. L'enregistrement et le disque dur externe saisis comme preuve. Tonnerre avait quelques côtes meurtries et une coupure à la patte, mais le vétérinaire assura qu'il irait bien. Les jours qui suivirent, l'histoire se répandit dans la petite ville. Luc, le reclus, l'architecte raté, devint une sorte de héros local, et Tonnerre, la personnification de la loyauté et de la bravoure. Le rendez-vous du soleil fourmillait de la narration, chacun ajoutant une fioriture ici et là, transformant le chien en une légende. Ce code d'honneur du Far West, que Luc pensait mort, se manifesta dans la solidarité de la communauté. Des sabirs, gens qui le connaissaient à peine, offrirent leur aide, apportèrent de la nourriture pour lui et pour Tonnerre, partagèrent des histoires de leurs propres chiens héros. Hélène, sa sœur, apparut à sa porte le lendemain, les yeux embués. « Luc, je suis désolé. Pour tout. Pour ne pas avoir été plus présente. » L'étreinte qu'ils échangèrent fut maladroite, mais chargée d'un pardon tacite et de la promesse d'un nouveau départ pour leur relation. Ce projet freelance que Luc avait envoyé la nuit de l'invasion. Il reçut un email quelques jours plus tard. Non seulement il avait été approuvé, mais le client avait été impressionné par l'originalité et l'attention aux détails, lui offrant un contrat pour d'autres travaux. La petite flamme de l'espoir, que Richard avait tenté d'éteindre, brûlait maintenant avec une force nouvelle, alimentée par le courage de Tonnerre et par la redécouverte de la foi de Luc en lui-même et en les autres. L'automne touchait à sa fin, et les feuilles mortes qui symbolisaient auparavant la décadence de sa vie semblaient maintenant n'être que le prélude d'un nouveau printemps. La chaleur du soleil, qui commençait à poindre à travers les nuages d'hiver, ne brûlait plus avec la menace du passé, mais réchauffait avec la promesse d'un avenir où la lumière de la confiance et de la loyauté pourrait, enfin, dissiper les ombres. Luc regarda Tonnerre qui somnolait à ses pieds, le poil sombre brillant doucement. Le chien était plus qu'un confident, plus qu'un protecteur. C'était l'ancre inébranlable qui l'avait sauvé du naufrage, le phare qui l'avait guidé à travers la tempête. Et dans le silence confortable de la maison, il n'y avait plus d'oppression,
seulement la paix conquise, et la certitude que, tant qu'il aurait Tonnerre à ses côtés, il ne serait plus jamais vraiment seul. L'écho de ce premier aboiement mélancolique s'était transformé en une chanson de résilience et d'amour inconditionnel.